Le sucre blanc de betterave est ultra transformé, les sucres complets sont meilleurs pour la santé, le sucre de coco a un index glycémique bas, tout ça c'est ce qu'on lit partout, et comme souvent c'est plus compliqué que ça. Bon, aujourd'hui on parle de sucre, un ingrédient qui paraît universel mais qui avait rien d'évident il y a pas si longtemps. Consommé en excès dans nos sociétés modernes et diabolisé pour ses effets sur la santé, on va essayer de faire le point sur les différentes variétés qu'on trouve couramment, d'où elles viennent, l'histoire derrière les sucres, ce qui les différencie chimiquement et ce que ça change dans une recette. Et à la fin de cette vidéo, avec un peu de chance, vous pourrez faire vos choix en connaissance de cause et pas en fonction d'un emballage ou des idées reçues sur le sujet. Histoire et botanique. La canne à sucre, c'est une graminée, donc de la même famille que tout ce qui est blé, maïs ou bambou. Domestiquée il y a environ 8000 ans sur le territoire qui est aujourd'hui la Nouvelle-Guinée, où les populations papous mâchaient sa tige pour en extraire le jus, elle se diffuse progressivement vers l'Inde, la Perse, puis la Chine. C'est en Inde d'ailleurs qu'on met au point les premières techniques de cristallisation il y a environ 2500 ans. Au 7e siècle, les conquêtes arabes diffusent ces techniques jusqu'en Méditerranée, et d'ailleurs le mot sucre vient de l'arabe soukar, qui vient lui-même d'un mot sanskrit, donc qui vient d'Inde. N'empêche que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le sucre tel qu'on le connaît aujourd'hui était un luxe rare. Et en Europe, on avait tendance à sucrer avec du miel. C'est au moment des croisades, entre le 11e et le 13e siècle, que les royaumes européens découvrent le sucre de canne, par contact avec le monde arabe qu'il produit depuis des siècles. Alors la réaction est immédiate, c'est bon, c'est nouveau et tout le monde en veut. La consommation reste d'abord cantonnée au milieu aisé et à un usage médical. On le trouve d'ailleurs chez l'apothicaire, un peu comme une épice ou un remède. Mais la demande existe et c'est les marchands italiens, génois et vénitiens qui organisent les premières importations vers l'Europe. C'est les Portugais, dans le contexte de leur expansion atlantique, qui trouvent le modèle qui va tout changer. Ils colonisent les îles de Madère et des Canaries le long de la côte africaine et comprennent que le climat y est parfait pour cultiver la canne. Ils font venir des plants et des techniciens depuis la Sicile, où la culture est déjà connue, et le premier sucre est raffiné à Madère en 1432, et en 1460, l'île est le plus grand producteur de sucre au monde. Donc le modèle est trouvé, des grandes plantations monoculturales, une transformation sur place et une exportation vers l'Europe. C'est un modèle qui est extraordinairement rentable, mais que la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, en coupant les routes commerciales orientales, va rendre encore plus indispensable pour répondre à la demande. Et là, il faut s'arrêter un instant parce que ce modèle, il a une condition fondamentale, une main-d'œuvre massive et bon marché. Dès les années 1440, les Portugais commencent à déporter des populations africaines réduites en esclavage pour travailler sur ces plantations. C'est donc le début d'un système qui va durer 4 siècles. En 1493, Christophe Colomb, pendant son deuxième voyage, introduit la canne aux Antilles. Ce que les Portugais avaient découvert à Madère se reproduit donc à une échelle infiniment plus grande. Les terres tropicales américaines sont immenses, le climat est parfait pour ça, et la demande européenne commence à exploser avec la hausse du niveau de vie progressivement. Les plantations se multiplient au Brésil, puis aux Antilles, et entre le 16e et le 19e siècle, on estime que c'est plus de 12 millions de personnes qui ont été déportées d'Afrique dans le cadre de la traite atlantique. Et une part énorme de ces déportations était directement liée aux plantations sucrières. En 1804, les esclaves de Saint-Domingue se révoltent et proclament l'indépendance d'Haïti, ce qui met fin à la première colonie sucrière mondiale. Et au début du 19e siècle, pendant les guerres napoléoniennes, le blocus britannique coupe la France de ses colonies, et donc de sa principale source de sucre. Donc Napoléon décide de financer activement le développement d'une filière sucrière européenne, fondée sur une plante radicalement différente, la betterave. La betterave sucrière, c'est une racine tempérée, cultivable en Europe, mais sa vraie différence avec la canne, elle est chimique. Parce que le jus de betterave, il contient des impuretés comme celui de la canne, mais elles sont majoritairement incolores, elles n'ont pas la mélasse pigmentée et aromatique de la canne. Une fois ces impuretés éliminées par purification, le sucre de betterave, il cristallise naturellement en blanc. Pas besoin d'une étape supplémentaire pour éliminer la couleur, et c'est là où il y a un malentendu, parce que le blanc du sucre de betterave n'est pas le signe d'un raffinage plus poussé, c'est simplement sa couleur naturelle. Et aujourd'hui en France, environ 80% du sucre produit vient de la betterave. Ce qu'on achète au supermarché sans y penser trop, c'est le résultat de plusieurs siècles d'histoire, de géopolitique, de choix humains parfois lourds de conséquences. La chimie du sucre. Le sucre, quel qu'il soit, c'est d'abord une question de molécules. Et la molécule centrale de tout ce qu'on va voir, c'est le saccharose. C'est ce qu'on appelle communément le sucre. Le saccharose, en fait, c'est deux glucides simples liés ensemble, le glucose et le fructose. Et lié, c'est le mot important là, parce que dans le miel, par exemple, le glucose et le fructose sont libres, ils sont pas liés ensemble. Et ça change des choses en cuisine, parce que les sucres libres sont plus hygroscopiques, donc ils retiennent mieux l'humidité, et ils réagissent plus facilement à la chaleur, donc ils vont donner des textures un peu différentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas substituer le miel au sucre blanc dans une recette sans que ça change quelque chose. Le saccharose pur, c'est ce qu'on trouve dans le sucre blanc, qui viennent de la canne ou de la betterave. La molécule finale, en fait, elle est identique. Le jus de canne brut, il contient du saccharose, mais pas seulement. Il contient aussi de la mélasse, donc ce résidu visqueux et brun qui concentre tout ce qui n'est pas du saccharose pur, donc des minéraux, des acides aminés, des composés aromatiques, et encore un peu de glucose et de fructose libre cette fois. C'est elle qui donne aux sucres non raffinés, complets, leur couleur, leur goût, leur comportement particulier en cuisine.
Et c'est ce rapport saccharose-mélasse qui va structurer tout ce qu'on va voir ensuite. Plus un sucre est raffiné, plus il se rapproche du saccharose pur. Moins il l'est, plus il conserve de mélasse, et plus il a de caractère, de couleur et un comportement propre en cuisine. C'est aussi pour ça que tous les sucres non raffinés qu'on trouve en magasin viennent de canne et non de betterave, parce que la mélasse de betterave, elle a un goût un peu terreux et pas très agréable, sans intérêt culinaire, et elle finit en alimentation animale ou en fermentation industrielle. Avant de rentrer dans les différentes variétés, un mot rapide sur ce que ces molécules font dans notre corps, parce que c'est ce qui va donner du sens aux arguments santé qu'on va parfois démystifier un peu. Le glucose, c'est le carburant de base de toutes les cellules. C'est pas un poison, c'est une molécule essentielle, et le problème du sucre, c'est la dose et la vitesse d'absorption. C'est ce que mesure l'index glycémique. Plus l'index glycémique est élevé, plus le pic de glycémie est rapide et important, et plus la réponse insulinique est forte. Le fructose, lui, il est métabolisé presque entièrement par le foie, contrairement au glucose qui est absorbé par toutes les cellules. En petite quantité, c'est pas un problème en soi, mais à haute dose et sous forme libre et concentrée, le foie est débordé et transforme l'excès en graisse. C'est pour ça que indice glycémique bas, ça veut pas forcément automatiquement dire inoffensif. Et surtout, quel que soit le sucre, le vrai facteur, c'est la quantité. Un sucre complet non raffiné, ça reste du sucre. Un sucre de coco aussi, ça reste du sucre. Même les sucres qui contiennent réellement des minéraux, et on en reparlera, il faudrait en consommer des quantités franchement néfastes pour que les minéraux commencent à représenter un apport nutritionnel intéressant. Et puisqu'on parle de sucre, c'est le moment de vous parler de Frugies, le sponsor de cette vidéo, qui propose une alternative saine avec des fruits et légumes bio entiers sous forme lyophilisée. L'idée de départ est simple, intégrer les fruits et légumes au quotidien sans contrainte, parce que même avec les meilleures intentions du monde, parfois la logistique ne suit pas. Moi concrètement, je peux les intégrer à 3 moments de ma journée. En matinée, je verse un stick dans mon yaourt ou mon fromage blanc selon ce que j'ai sous la main. C'est vraiment bon en plus. L'après-midi, quand une petite faim arrive, j'accompagne mon Frugies du jour avec des amandes ou du chocolat. Et le soir, autour de ma séance de sport, soit avant pour faire le plein d'énergie, soit après pour compléter la récupération. Un stick dans de l'eau fraîche, vous mélangez et vous obtenez l'équivalent de 200 g de fruits et légumes bio. Ce que je trouve vraiment surprenant positivement, c'est à quel point le goût respecte le produit frais de base. Côté procédé, je sais que certains ont des doutes avec la lyophilisation parce qu'on l'associe parfois aux produits transformés, mais en réalité c'est une méthode très propre. On congèle, on retire l'eau sous vide et les nutriments restent quasi intacts avec près de 90% de conservation. Et c'est zéro additif, c'est 100% fruits et légumes d'origine. Et le dernier avantage, c'est qu'un produit lyophilisé, ça se conserve très longtemps, donc vous avez toujours quelque chose sous la main sans avoir à surveiller les dates de péremption. Et le code TomCooks vous offre 10% de réduction sur votre première commande ou sur l'abonnement, alors je vous laisse aller voir le lien en description de la vidéo. Les différents types de sucre. Alors on va partir du sucre blanc comme point de départ, et c'est là qu'il y a un premier malentendu que j'ai un petit peu évoqué avant qui peut arriver, c'est que quand on voit sucre blanc, on pense instinctivement à quelque chose d'ultra transformé, de chimiquement purifié, d'un peu dénaturé, et cette intuition elle est en partie juste, mais seulement pour le sucre blanc de canne. Pour la betterave, le procédé c'est juste une purification, on extrait le jus par diffusion dans de l'eau chaude, on le clarifie en ajoutant de la chaux et du gaz carbonique pour précipiter les impuretés, et le sucre cristallise directement en blanc. Pas d'étape pour éliminer la couleur parce qu'il n'y en a pas. Pour la canne, il y a une étape supplémentaire. Son jus brut est naturellement brun, il est chargé en mélasse, en pigments, en composés aromatiques, et une fois le sucre brut cristallisé, il faut le raffiner pour le blanchir. Et cette histoire de blanchiment, elle est en elle-même assez fascinante. Avant l'ère industrielle, on clarifiait le jus avec des blancs d'œufs. Avant l'ère industrielle, on clarifiait le jus avec des blancs d'œufs. Le principe, il est simple, il n'est pas si éloigné de ce qu'on fait en cuisine quand on clarifie un consommé par exemple. Les protéines du blanc coagulent à la chaleur, emprisonnent les particules en suspension et tombent au fond. C'est efficace mais ça coûte cher en œuf. Au début du XVIIIe siècle, on remplace les blancs d'œufs par du sang de bœuf. C'est le même principe, c'est les protéines qui coagulent, mais c'est moins cher et c'est plus efficace. Toutes les raffineries en France adoptent cette technique, mais le problème c'est que la cuisson du sang, ça dégage des émanations qui puent et qui sont abondamment décriées par les riverains dès les années 1710. La solution qu'on a trouvée ensuite est encore plus surprenante, c'est ce qu'on appelle le noir animal, donc des os de bœuf calcinés, réduits en charbon, et ce charbon osseux, il est extrêmement poreux, il va absorber les colorants et les impuretés du sirop de sucre comme une éponge. C'est cette technique qui est raffinée ensuite et industrialisée qui donne le sucre blanc de canne qu'on connaît. Alors aujourd'hui, on utilise aussi des résines synthétiques et échangeuses d'ions, qui sont plus efficaces et plus faciles à régénérer, mais le principe de base, donc capter les colorants sur une surface poreuse, c'est un peu le même depuis 3 siècles. Mais pour être honnête, en faisant moi-même le tour d'un hypermarché bien pourvu au rayon sucre, le sucre de canne blanc c'est devenu introuvable, en tout cas dans mon expérience. Tous les sucres blancs que j'ai pu trouver étaient de betterave, alors que les sucres de canne étaient automatiquement de la cassonade, du sucre roux, complet, etc. Faut dire que le résultat dans les deux cas après extraction de la matière première, c'est du saccharose pur à plus de 99%. Donc c'est chimiquement identique, qui viennent de la canne ou de la betterave. Le sucre blanc de betterave donc c'est pas un produit ultra transformé comme on peut l'imaginer, c'est simplement sa couleur naturelle.
Le sucre blanc, on le trouve le plus couramment sous forme de sucre en poudre, ou sucre semoule selon les marques. Mais il existe aussi le sucre glace, donc un sucre blanc broyé extrêmement finement avec l'addition d'un petit peu d'amidon de maïs pour éviter l'agglomération en grosses boules de sucre poudreux. C'est pas une chimie différente, c'est juste une granulométrie différente qui change le comportement en cuisine. Ça fond instantanément, ça donne une texture lisse. Et en France, on l'appelle sucre glace, mais il me semble qu'ailleurs, il est plutôt appelé sucre en poudre, justement, ce qui paraît logique. Nous, on appelle sucre en poudre un sucre avec une granulométrie proche de la semoule. Donc ça a un peu plus de sens de l'appeler comme ça. Ensuite, on a le sucre perlé, donc un sucre blanc compressé en grosses perles qui résiste à la chaleur et qui fond pas à la cuisson. C'est l'ingrédient clé des gaufres de Liège, avec les perles qui restent intactes et qui caramélisent en surface, ou de la tarte au sucre que j'ai déjà faite en vidéo. Il existe aussi des sucres qu'on trouve jamais dans nos placards, mais qui sont partout dans les produits industriels et en pâtisserie pro. Le sirop de glucose qui évite la cristallisation dans les caramels et les glaces, le sirop de fructose, le fameux high fructose corn syrup américain dont on commence à mesurer les effets problématiques à haute dose, et le sucre inverti, c'est en fait du saccharose qui est entre guillemets coupé en deux par hydrolyse, ce qui retient tellement bien l'humidité que ça explique pourquoi certains gâteaux industriels restent moelleux pendant des semaines. Ensuite, la cassonade, c'est probablement là que le marketing sucrier est le plus habile et le plus trompeur. Avant même de parler de marketing, il faut régler un problème de vocabulaire parce que le mot cassonade, il désigne pas la même chose selon où vous habitez. En France, en dehors du Nord, la cassonade, ça désigne légalement un sucre de canne partiellement raffiné mais dont la mélasse est naturellement résiduelle. Ça donne des cristaux secs, ambrés, avec des arômes un peu vanille et rhum. C'est un vrai produit issu de la canne. Et sa fabrication est simple dans le principe, c'est juste le jus de la canne qui est extrait, cuit puis cristallisé, mais contrairement au sucre blanc, on ne cherche pas à éliminer toute la mélasse. Les cristaux sont centrifugés une seule fois, ce qui laisse une fine pellicule de mélasse naturelle autour de chaque cristal. C'est elle qui donne cette couleur ambrée et ce goût vanillé. En magasin, le meilleur indicateur, c'est simplement que le mot cassonade puisse figurer sur l'emballage, parce que c'est le seul terme légalement protégé en France pour désigner un sucre de canne non raffiné. Sucre roux, lui, ça n'a aucune définition légale stricte et ça peut désigner à peu près n'importe quoi. Mais dans le nord de la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Québec, donc dans une grande partie de la francophonie en fait, le mot cassonade désigne ce que le reste de la France appelle en réalité la vergeoise. Donc un sucre issu de la betterave, moelleux et humide, avec des arômes de caramel. C'est vraiment deux produits très différents, même s'il y a un seul mot selon la région. La situation est même tellement absurde qu'une marque belge, Tire-le-Mont-Greff, peut légalement pas vendre sa cassonade sous ce nom en France puisque la loi française réserve ce terme à la canne. Donc elle la vend sous le terme sucre roux. Et comme je l'évoquais juste avant, le terme sucre roux, on peut lui faire n'importe quoi. En fait, c'est du sucre blanc recoloré à la mélasse ou au caramel. Pas frauduleux, puisque ce terme n'a aucune définition légale stricte, mais c'est un peu trompeur parce que la teneur en mélasse est si faible que ça n'a aucun impact sur la texture, le goût ou le comportement dans une recette. C'est essentiellement du sucre blanc qu'on a brunifié. Bon, maintenant qu'on vient de lever l'ambiguïté entre cassonade et vergeoise, parlons un peu de la vergeoise. Comme je le disais, c'est un sucre de betterave, ce qui en fait un peu une exception dans tout le panorama des sucres dès qu'on sort du sucre blanc. Elle est obtenue par cuisson du sirop résiduel de la cristallisation du sucre de betterave, et recuit une fois, ce sirop donne de la vergeoise blonde. Si on le fait deux fois, ça donne de la vergeoise brune, qui est plus foncée et au goût plus prononcé de caramel. Elle a une texture moelleuse et humide, qui est quand même très différente des cristaux secs de la cassonade française, et ça s'explique par sa fabrication, puisque lors de la cristallisation, les cristaux sont pas totalement séparés du sirop résiduel, et ce sirop il contient du glucose et du fructose libre, donc des sucres simples qui cristallisent pas. Ils vont rester accrochés aux cristaux et retiennent l'humidité. Donc c'est pas de la mélasse au même sens que la canne à sucre, mais le mécanisme il est un peu similaire, c'est-à-dire c'est des cristaux de sucre non cristallisables qui gardent le produit souple. Et donc c'est pas un sucre complet au sens où on l'entend pour le sucre non raffiné, muscovado ou rapadura. Et avec son moelleux, en plus de la tarte au sucre ou des gaufres de Liège dont j'ai déjà parlé, ça en fait un ingrédient hyper intéressant pour pas mal de choses en pâtisserie. Maintenant, les sucres complets. C'est le terme qui désigne le sucre de canne qui n'a pas du tout été séparé de sa mélasse, ou quasiment pas. On les retrouve notamment sous les termes muscovado ou rapadura ou panela selon les pays, et c'est les représentants les plus courants qu'on peut trouver. Muscovado et rapadura c'est quasiment la même chose, avec une petite frontière technique un peu floue que les producteurs eux-mêmes appliquent pas toujours rigoureusement. En théorie, la différence c'est que le rapadura ou la panela c'est du jus de canne simplement déshydraté, la mélasse a jamais été extraite, elle est là depuis le début, alors que le muscovado vient d'une tradition sucrière britannique à Maurice, la Barbade, et il passe techniquement par une étape de cristallisation, mais la mélasse est conservée en quasi-totalité. Dans la pratique, les deux termes sont souvent interchangeables selon les marques et les pays d'origine. Leur point commun et ce qui les caractérise vraiment, c'est leur teneur en mélasse, qui est beaucoup plus élevée que dans la cassonade. La couleur est brun, presque brun foncé, parfois même presque noir pour certains muscovado. La texture est humide et compacte, et le goût est très prononcé. C'est un peu réglisse, caramel intense, parfois presque fumé, un peu épicé limite. C'est un sucre avec un caractère très fort, c'est pas juste un sucre avec une couleur.
Ce qui nous amène à l'argument santé qu'on voit un peu partout sur ces produits, la teneur en minéraux. Calcium, potassium, fer, magnésium, la mélasse, effectivement, elle en contient. Et les quantités présentes dans une portion normale de sucre sont si faibles qu'elles n'ont aucun impact nutritionnel réel. A priori, on mange pas assez de sucre, enfin j'espère, pour que ces minéraux comptent vraiment. C'est un argument techniquement pas faux, mais qui est en pratique insignifiant. En cuisine, par contre, la différence elle est réelle, mais pas dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire que les sucres complets sont pas des substituts directs un pour un au sucre blanc ou à la cassonade, leur goût est très prononcé, donc ça va modifier le résultat d'une recette de façon significative, non seulement pour le goût, mais aussi pour la texture, puisque avec la mélasse, c'est un sucre hygroscopique, donc qui retient l'humidité, et ça peut être très utile pour faire des cookies si on aime quand ils sont moelleux à l'intérieur et un peu croustillants à l'extérieur, et quand on veut qu'ils restent moelleux longtemps. Mais plutôt que de rester dans l'abstrait, voilà ce que ça donne concrètement avec 2 pâtes à cookies. Recette identique avec la même quantité de sucre, mais l'un avec uniquement du sucre blanc et l'autre avec 1/3 de sucre blanc et 2/3 de sucre complet. Rien qu'au mélange, bon évidemment la couleur est différente, mais la texture aussi. Et logiquement la coloration est complètement différente à la cuisson au four. Là dans ma main gauche j'ai le cookie classique avec uniquement du sucre blanc, et dans ma main droite j'ai le cookie où il y a 2/3 de sucre complet. Déjà rien qu'à l'odeur il y a une petite différence puisque la mélasse effectivement apporte un caractère assez prononcé. On sent davantage le côté caramel et un peu vanille, alors même si j'ai mis un peu d'extrait de vanille dans les 2 cookies, ça se sent davantage dans celui au sucre complet. Et à la dégustation, la différence est assez flagrante, avec des arômes plus complexes pour le cookie au sucre complet. Bon là, dans les 2 cas, les cookies sont sortis du four il n'y a pas très longtemps, donc ils sont tous les 2 assez moelleux. Mais plusieurs heures plus tard, voire le lendemain, il y a une véritable différence de texture entre les 2 cookies, là où le cookie au sucre complet conserve davantage de moelleux que l'autre cookie qui a desséché beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, est-ce que ça vaut pas le coup de faire une vidéo dédiée sur la recette ultime de cookies en faisant ce genre de tests et de comparatifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, le sucre de coco. C'est probablement le sucre qui a connu la plus forte montée en puissance côté marketing ces dernières années, avec l'argument porté selon lequel il y a un indice glycémique plus faible. Il est fabriqué à partir de la sève des fleurs du cocotier, donc pas de la noix de coco elle-même. On incise les fleurs, on récolte la sève, on la chauffe pour évaporer l'eau, et ce qui reste cristallise en un sucre brun au goût légèrement caramel et noisette. À l'odeur, c'est marrant parce que c'est très proche du sucre complet de canne. C'est vrai qu'il y a un côté un peu plus floral, un peu moins fort et musqué. Et le goût est quand même assez différent. Alors on retrouve les marqueurs un peu de cette mélasse, même si je pense que c'est pas la même. Mais il y a un côté végétal, qui est pas vert, hein, mais végétal, qui est complètement absent du sucre complet que j'avais goûté tout à l'heure. L'argument de l'indice glycémique bas il repose sur la présence d'inuline, une fibre soluble qui ralentit l'absorption des sucres, sauf que la teneur en inuline elle est très variable selon le procédé de fabrication, et il est souvent très faible dans le produit fini, et les études indépendantes trouvent un indice glycémique bien plus élevé que les 35 souvent affichés. Et le sucre de coco ça reste composé à 70-80% de saccharose, donc ça reste du sucre, avec un argument nutritionnel théoriquement pas faux, mais insignifiant en pratique. Son seul vrai intérêt, il est gustatif, et ça compte évidemment, parce que ce goût caramel, un peu noisette, un peu végétal, il est assez unique, très différent du reste, et il peut être intéressant dans certaines recettes. Et puis il y a toute une catégorie à part, tout ce qu'on utilise comme sucre, mais qui n'en est pas vraiment. Ça mérite qu'on s'y arrête un instant juste pour les évoquer, mais chacun mériterait une vidéo à part entière. Le miel d'abord, on en a parlé au début, c'est le truc que l'humanité a utilisé pour sucrer les aliments la majorité de son existence avant le sucre de canne, dans certaines parties du monde en tout cas. Il est composé de glucose et fructose libres, donc pas du saccharose. Il est très hygroscopique, donc il réagit différemment à la chaleur, il se substitue pas au sucre blanc sans changer la texture et la couleur d'une recette. Enfin, du coup il peut s'y substituer mais pas sans conséquence. Le sirop d'agave, très populaire dans les années 2010, vendu sur l'argument de l'indice glycémique bas, mais comme on l'a vu, le problème c'est qu'il est très riche en fructose libre, donc jusqu'à 80%, ce qui est en réalité problématique à haute dose. Le fructose, comme on l'a dit, il est métabolisé différemment du glucose. Donc l'argument indice glycémique bas, il est vrai, mais il est trompeur parce que ça comporte plein d'autres problèmes. Ensuite, la date en poudre, alors c'est pas vraiment du sucre en tant que tel, puisque c'est le fruit entier, la date séchée et réduite en poudre. Les fibres sont là, le goût est différent, il n'y a pas les mêmes choses que dans un sucre, ce qui fait que le comportement en cuisine va être vraiment différent. Puis à l'odeur, c'est pas très prononcé, c'est vraiment très poudreux, hein, c'est très fin comme de la farine quasiment. Et puis ça a le goût de date, hein, tout simplement, c'est de la date. C'est un des fruits les plus riches en sucre naturellement, donc c'est pas étonnant qu'on l'utilise comme substitut au sucre. Ensuite, le sirop d'érable, c'est du saccharose majoritairement, comme le sucre, mais avec des composés aromatiques complexes. Comme le miel, il peut se substituer assez bien au sucre en cuisine, mais il apporte un goût très marqué et il va modifier la texture par rapport au sucre cristallisé. Ça a vraiment un petit goût de caramel, puis aussi ce côté sève d'arbre, ce qui est logique, hein. Moi c'est un de mes ingrédients sucrés préférés. Et puis il y a les édulcorants, stevia, érythritol, xylitol, etc.
Ils ont un pouvoir sucrant très élevé pour peu ou pas de calories, donc en gros c'est des trompe-l'œil, enfin des trompe-palais puisque ça donne l'impression du sucre sans en être. Le stevia il est d'origine végétale, et les polyols comme l'érythritol ou le xylitol sont présents naturellement dans certains fruits mais ils sont produits de façon industrielle. Leur comportement en cuisine est complètement différent du sucre. Ils caramélisent pas, ils brunissent pas et ils peuvent avoir des effets laxatifs à haute dose pour les polyols. J'ai déjà essayé une fois de faire un brownie avec de l'érythritol à la place du sucre, et c'était absolument immonde tant au niveau de la texture qu'au niveau du goût. Vraiment, je conseille pas pour la cuisson. Mais tout ça mériterait franchement une vidéo à part entière. Pour aujourd'hui, on s'en est tenu au vrai sucre. Et vous, est-ce que vous avez un sucre fétiche en cuisine? Est-ce qu'il y a des substituts ou des sucres moins connus que j'ai pas abordés qui auraient mérité une place ici? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous si vous voulez la suite parce qu'il y a encore beaucoup d'ingrédients du quotidien qu'on croit connaître et qu'on connaît pas vraiment.